La mission de l'organisation est de prévenir la pauvreté en réunissant, en contribuant, en soutenant des acteurs à réunir les conditions qui peuvent faire en sorte que chaque jeune puisse développer son plein potentiel pour l'ensemble donc des jeunes vivant au Québec. Dans des tempêtes comme ça, je pense qu'au cœur de ces tempêtes, il faut toujours rester centré sur la vision, le cap, puis probablement les valeurs qui nous unissent. Alors, la vision pour nous est de faire en sorte qu'on puisse contribuer à ce que le Québec soit une société juste, solidaire, inclusive pour que chaque jeune développe son plein potentiel. Les valeurs, évidemment, font appel, on vient d'en nommer 3, là, la solidarité, la justice, l'inclusion. Puis, il y en a 2 autres qui, pour revenir à votre question directe, sont celles de la collaboration et de l'agilité. Alors là, on les a bien testés. D'abord, évidemment, l'impact premier pour l'organisation, comme pour plusieurs organisations, j'en doute pas, a été de voir à se réorganiser rapidement dans un mode de télétravail. Et honnêtement, ça a été d'une certaine manière mieux qu'anticipé. Je pense qu'on a pu se surprendre, en fait, tous, à être assez habiles à se retourner de côté. Évidemment, il y a plein d'ajustements néanmoins. Je vous dirais, dans les 2 ou 3 premières semaines, c'est sûr que ça a été un peu chaotique, mais il y a beaucoup de retombées aussi positives à ces défis-là. Ça a des effets accélérants sur certains aspects aussi. Je vous dirais que l'impact peut-être le plus important à travers tout ça, c'est pas tant ces questions fonctionnelles, c'est plus les nouvelles réalités de travail pour les personnes. Dans un contexte de conciliation travail-famille ou dans un contexte où parfois les gens n'étaient pas tous équipés ou organisés pour le faire. Alors, je pense que c'est ce qui a le plus grand impact. Le second impact, c'est probablement évidemment l'absence de contact humain informel, au-delà d'être dans une logique de rencontre. Alors, je pense que ça, tout le monde s'en ennuie. Trouve des bénéfices au télétravail, mais aussi trouve certaines absences, bien entendu. Alors, évidemment, ça a été de trouver des façons de compenser ces questions-là. Fait que ça, c'est les premiers éléments. Le deuxième élément, je dirais, c'est nécessairement la charge de travail étant ce qu'elle était à ce moment-là, puis nos têtes étant maintenant dirigées à la fois à s'organiser et à voir comment on peut être utile dans la crise. Ça a eu l'effet, bien sûr, de revoir nos priorités et de revoir un peu le calendrier qu'on s'était donné en début d'année qui ne tenait plus nécessairement. Alors, il y a eu, je pense, un effort à mettre de ce côté-là. Puis après ça, ça a été aussi dans à peu près les mêmes 3 premières semaines, comment on se donne une lecture avec différents types de partenaires, soit philanthropiques ou du terrain, ou autres, sur les besoins qui étaient rencontrés par les personnes, par les organisations, et comment on pouvait faire preuve d'agilité en sortant de ce qu'on était habitué de soutenir jusqu'à maintenant pour pouvoir être utile dans la cause. Puis, je pense que assez rapidement, on a pu, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais les relations développées au cours des dernières années ont facilité ce passage-là. Puis aussi, l'écho de ne pas répéter des choses que tout le monde nécessairement allait faire. On n'a pas créé un propre fonds d'urgence non plus. On a plutôt travaillé en collaboration, par exemple, avec les centraides. Donc, ça a beaucoup facilité l'accès aux ressources et puis éviter de la multiplication de démarches pour les gens du terrain. Tout ça n'est pas encore quantifié, mais il est évident que du côté des dons, on entend de plus en plus souvent, évidemment, que toutes les activités, événements, de campagne de financement, quelles que soient petites ou plus grandes, souffrent ou vont souffrir, évidemment, de la situation actuelle, ou vont se réinventer aussi. Ça, c'est le bout qu'on ne connaît pas encore, mais
Alors, c'est sûr que c'est difficile d'estimer, mais je pense de manière très conservatrice, c'est certainement 20 à 30% de revenus pour certaines organisations, parfois plus, bien entendu, là, qui ne seront pas au rendez-vous. Pour les gens sur le terrain que l'on soutient, évidemment, la première chose, c'est qu'ils étaient appelés par l'urgence. Ils faisaient partie des premières lignes. Alors, ce qui était intéressant, c'était aussi d'être bien à l'écoute de ça, parce que c'est intéressant de vouloir leur venir en aide, mais quand eux-mêmes n'ont pas le temps de prendre un demi-pas de recul par rapport à l'urgence pour savoir exactement qu'est-ce qui serait le plus aidant. Alors, ça a été à la fois une forme d'écoute, de patience réciproque pour se dire, OK, peut-être le bon moment n'est pas venu pour se parler immédiatement. C'est sûr que ce qui est ressorti aussi, c'est assez visible, c'est les fragilités qui existaient auparavant, mais qui étaient un peu couvertes. Et là, qu'on trouve tout d'un coup très exacerbées, avec un élargissement aussi de la notion des gens qui sont en situation de précarité, de vulnérabilité. Alors, c'est évident que ces inégalités ou ces enjeux de précarité qui sont mis au jour, évidemment, ça a frappé, ça nous a tous frappé de manière assez violente. L'autre élément qui est revenu assez souvent, c'est les fractures numériques, qui peuvent être aussi un avantage, dans le sens que si on se déploie de manière nouvelle, ça donne de nouvelles opportunités, mais ce qu'on pouvait voir, c'est pas seulement une question d'accès, c'est aussi une question de capacité à utiliser ces outils-là parfois. Alors, ça aussi, c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Élément positif, c'est les milieux et organisations qui avaient développé des collaborations et des partenariats qui ont une habitude de travail conjoint fort, avec aussi une vision et des valeurs partagées. Ces milieux-là, en général, ont une capacité d'agilité et de résilience qui semble se démontrer partout où on pouvait noter cela. Fait que ça, c'est quand même très intéressant de voir ça. Quand les tissus sociaux et interinstitutionnels, interorganisationnels sont forts, ça amène même d'autres joueurs qui étaient présents, mais un peu moins à s'y ajouter. On voit le rôle des municipalités s'accroître aussi dans ce contexte-là. Ils étaient déjà autour des tables, mais oui, évidemment, c'est une de nos préoccupations encore. Les gens qui sont en organisation communautaire, qui sont en première ligne, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont à la fois à l'urgence, puis en même temps à l'étape d'essayer de documenter quels seront les besoins réels maintenant ou un peu plus tard, mais à la fois sont aussi bien sûr extrêmement pressurisés, fait que avec des enjeux de surcharge, des enjeux de santé mentale probablement, en tout cas de stress. Alors ça c'est encore peu, en tout cas c'est très dit, c'est pas nécessairement encore documenté, c'est de manière plus qualitative sans doute. Évidemment, ce qui a frappé tout le monde, c'est la réponse gouvernementale massive, je pense aussi, qui a eu pour effet d'amener plusieurs types de fonds au terrain, plusieurs formes d'aide au terrain, mais avec le défi aussi de faire du sens de toutes ces formes d'aide. Alors, ça venait parfois, c'était certainement bienvenu, mais ça devenait parfois aussi intéressant ou difficile à gérer. Là. Rapidement, pour se donner des outils pour travailler, on s'est donné des mécanismes, en fait. Puis, je pense que le premier qui ressort fort de tout ça, ça a été la communication. À tous les niveaux. Vraiment une multiplication, autant interne qu'externe, des communications. Alors que ce soit pour prendre le pouls des différents membres des équipes de gestion, pour faire régulièrement, au moins chaque semaine, une rencontre avec l'ensemble des employés. Pour faire évidemment le point aussi plus régulièrement avec notre conseil d'administration. Mais aussi avec l'externe. Comment on garde une capacité au bon rythme selon ce que les partenaires ont aussi besoin, parce que trop
c'est comme pas assez, mais ça a été en mesure. Alors, probablement que la première chose, ça a été d'accroître notre capacité de veille et d'écoute active. Je vous dirais probablement sur une base peut-être plus aux 2 semaines, mais de permettre d'avoir de l'information régulièrement nouvelle sur la table, qu'on pouvait aussi partager avec d'autres partenaires pour valider ou compléter en fait les informations. Fait que ça, je pense que la question de la communication est centrale. Puis pour ce qui est de notre organisation, c'est sûr que les efforts mis à développer une approche beaucoup plus relationnelle avec l'ensemble des partenaires depuis 4 ans a porté fruit. Dans le fond, il y avait déjà des canaux de communication ouverts, de confiance, ce qui a facilité beaucoup cet aspect de communication. Puis, ben ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, après ça, en termes d'outils, ce qu'on s'est donné, ben c'est toujours dans les communications. En fait, rapidement aussi aux partenaires, on a communiqué aux partenaires qu'on soutenait déjà. La souplesse, en fait, que l'on entendait donner aux ententes que nous avions déjà. Souplesse qui simplement voulait dire, écoutez, oui, il y a des argents actuellement, mais dans le contexte de l'urgence, on va respecter bien entendu toutes les ententes, on va s'assurer que vous êtes en mesure de disposer des ressources en fonction des besoins d'urgence que vous ressentez nécessaires. S'il faut prolonger certaines ententes plus tard en fonction des ressources qui auraient été redéployées, on le fera. En fait, ouvrir beaucoup de souplesse, enlever du stress, en fait, sur déjà une situation qui était très aiguë. Fait que ça, je pense, c'est le premier élément en termes de communication rapide qui ont été faits. Puis après ça a été de voir comment on pouvait participer à des fonds d'urgence. Pas pour les multiplier. Donc, l'essentiel a été plutôt que notre conseil nous a octroyé la capacité de marge de manœuvre pour aller de l'avant rapidement. Une dizaine de jours après le début du confinement. Puis après, bien évidemment, avec comme je le disais tout à l'heure, avec certains partenaires comme les Centraides majoritairement, ben, on a participé à des fonds d'urgence à travers la province. Mais on accepte aussi des dossiers spécifiques qui viennent à notre table directement pour donner suite à ce type de demande-là. L'autre mécanisme qu'on s'est donné peut-être aussi, c'est on a comme télescopé nos mécanismes de gouvernance pour accélérer la prise de décision au moment de l'entrée d'une demande dans le contexte d'urgence jusqu'à sa prise de décision. Ça dépassait rarement, là, je pense, les 10 jours. Vraiment rarement. Alors ça, c'était intéressant à plusieurs titres. C'était aussi pas juste un aplatissement de la structure de gouvernance pour les prises de décision, mais c'est devenu aussi le lieu d'échange de l'information sur les veilles, des informations récoltées par nos informations de veille ou autres. Alors, ça devenait vraiment l'endroit, le centre nerveux, en fait, de l'organisation dans le contexte de crise. Fait que ça permettait d'être beaucoup plus agile. Pour revenir à votre question, sans ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus complexe. Bon, puis après ça, ben il y a certains projets que nous soutenons directement, comme Naître et Grandir à l'Observatoire des Tout-Petits, ont pris des mesures particulières également pour être pleinement pertinents aux questions que les gens se posaient dans le contexte de la pandémie. Ça, c'est toujours la tension qu'on a vécue presque, après 3 semaines, 1 mois, on était déjà dans la tension entre, OK, il y a l'urgence, mais comment on commence à réfléchir avec d'autres, dont les premiers concernés, mais qui n'étaient pas nécessairement mûrs pour en parler. Comment on commence à réfléchir à ce qui viendra après et quel sera notre rôle dans ce contexte-là. Alors ça a été assez rapidement, après 3 semaines, 1 mois, déjà une tension qu'on vivait entre les besoins à court terme qui étaient nécessairement qu'il fallait trouver des réponses évidemment, mais aussi se porter à réfléchir sur les occasions que ça pourrait représenter pour ce que vous avez appelé tout à l'heure la nouvelle normalité, peut-être. Ah, puis en passant, ben, il y a eu peut-être quelques prises de position aussi. Il y a eu des regroupements et des coalitions qui se sont basées sur différentes thématiques, comme le logement ou les inégalités, ou etc. Puis on s'est joint à ces prises de position. Là. En fait, il y a le télétravail et les habitudes de travail
créés par le télétravail. Alors, je pense qu'il y a comme un pas de recul à prendre là-dedans. Puis qu'est-ce que ça a changé dans nos façons de faire qu'on souhaite conserver et qu'est-ce qu'on souhaite ne pas conserver? Je pense qu'il y a les deux. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est inévitable dorénavant, puis surtout qu'on en a encore pour peut-être un certain temps. Donc, c'est inévitable. De ce côté-là, c'est un peu l'évidence. Je pense qu'on va vouloir tirer, je vous en parlais tout à l'heure, je pense qu'on va vouloir vraiment tirer le maximum de l'expérience de ce qu'on a appelé la cellule de l'espoir, là, qui était notre cellule de crise, entre guillemets, qui, en termes d'accélération de processus ou de télescopage et surtout de carrefour d'informations réguliers, donc de beaucoup plus souple et vraiment très agile, avec la capacité de croiser ça avec d'autres partenaires philanthropiques ou autres. Ça, je pense qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas être beaucoup plus précis parce qu'on n'a pas tiré pleinement tous les apprentissages de cette expérience-là encore, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui a facilité beaucoup de choses. Et même dans nos processus d'allocation, évidemment, ça a fait voler en éclat un peu certains aspects de ces processus-là. Alors, on va vouloir les regarder évidemment attentivement, puis peut-être encore là les simplifier. Alors, quelque chose qu'on aimerait probablement conserver, je ne sais pas comment ça va se traduire du tout, mais cette capacité à la fois à être dans l'urgence, dans le super court terme, puis à la fois de conserver la vue sur le moyen et long terme. C'est comme je le disais l'autre jour, à quelque part, c'est intéressant parce que dès qu'on rentre dans des zones qui nous sortent de notre zone de confort, on trouve des nouvelles zones de confort. Fait que comment on garde cette capacité à se rendre inconfortable pour découvrir de nouvelles zones de confort. Fait que je pense que puis sur la question de l'adaptabilité, et la tolérance à se maintenir dans cette zone-là, je pense que ça va être intéressant. Mais encore là, quand on a une vision puis des valeurs qui sont claires, ça aide beaucoup pour pouvoir le faire. Fait que ça, je pense qu'il y a un volet là-dedans. L'autre volet, nous étions déjà engagés dans une logique qui cherche à soutenir des organisations qui souhaitent amener une transformation sociale. Là, l'enjeu probablement actuellement, puis on ne sait pas trop comment ça va se déplier, mais là, on est tendu entre des besoins d'urgence, puis qui sont à la fois explicables par des enjeux et des obstacles de transformation sociale. Mais c'est une tension qui est pas facile à régler. Alors, sur quoi on voudra mettre de l'emphase? Alors ça, je pense qu'il y a probablement qu'on aura à jouer sur les deux plans. Mais travailler à la fois sur les causes derrière ça, sur les causes profondes de ça, et à la fois travailler sur ce qui actuellement émerge comme besoin d'urgence. Je pense que, en tout cas, nous avons une prédisposition aussi à regarder comment nous allons accroître notre capacité de soutien. Pour accroître la capacité de prise en charge des organisations, des milieux. Puis on aimerait ça. On pense que ce qui va nous attendre au tournant, là, déjà maintenant, là, c'est quelque chose qui va certainement durer de 3 à 5 ans. Fait qu'on aimerait pouvoir envisager, pour répondre à ces diverses tensions-là, puis garder de l'adaptabilité, on aimerait envisager d'accroître notre capacité à débourser des soutiens variés pour répondre à ces enjeux-là aussi. Il va se poser une pression sur la question du financement de base des organisations dans un contexte budgétaire et fiscal gouvernemental qui est encore, mettons, pour le mieux incertain. Donc ça va être à suivre aussi. Alors, quel sera le rôle de la philanthropie qui doit se définir avec l'ensemble des parties prenantes, mais toujours dans une relation avec ce que fait la société civile et les gouvernements. Donc, quel sera l'avenir de ça? C'est un peu difficile d'en parler maintenant, mais c'est sûr qu'on aura à s'adapter à ces nouvelles réalités-là, un chemin faisant. Là. Parce qu'on serait bien bête de ne pas retenir toutes les leçons de cette situation-là pour se donner une nouvelle forme de plateforme de travail, que ce soit
individuellement, organisationnellement ou entre différentes organisations et différentes natures d'organisation. Je pense que ça serait bien bête de passer à côté de l'occasion. Chose certaine, je pense que tout le monde a été un peu myope quant à l'arrivée de cette crise. Et je pense qu'il faut accroître notre acuité très clairement à lire des environnements qui vont sans doute, sans être prophète de malheur, qui vont sans doute générer d'autres formes de crise de cette nature-là. Fait que ça met une pression clairement sur une forme de plan de continuité des opérations, mais pas seulement organisationnellement. Là. C'est comment on y réfléchit entre bailleurs de fonds ou entre bailleurs de fonds et partenaires que nous soutenons. Je pense qu'il faut qu'on aille plus profondément sur ces questions-là pour pas être pris... bon, ça s'est relativement bien passé, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup plus encore, bien sûr, efficace. C'est sûr que il y a de la place encore pour améliorer notre capacité à avoir l'information, notre capacité à se partager cette information-là, faciliter sa transmission. Actuellement, on part quand même relativement, je dirais pas de loin, là, mais on est encore dans le qualitatif. Là. Il y a des initiatives qui sont en cours actuellement pour faciliter ça. Puis il a fallu la crise pour générer ça. Donc, je pense qu'il faut non seulement on donne suite à ça, mais qu'on essaie d'approfondir le plus ce type d'outils-là qui ont été au cœur de la chose. Si on n'a pas d'information, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire. Si on ne la partage pas, il n'y a pas grande collaboration ou coordination qui peut se faire. Je pense qu'au sein du milieu philanthropique, il y a eu plein de bonnes initiatives, plein de belles choses. Je pense qu'il y a là aussi de la place à davantage de coordination. Puis malheureusement, c'est pas en temps de crise que tout d'un coup, c'est facile de placer les bases de collaboration et de coordination. Donc, l'invitation, je pense qu'on a tous à se faire actuellement, c'est pas seulement en prévision d'une autre crise, mais bien sûr, on saura que ça pourra servir. C'est qu'en général, quand les canaux et ces collaborations-là sont présentes avant, comme pour les milieux, quand c'est présent avant, ça offre davantage de résilience. Alors, il y a comme une leçon à tirer importante ici, c'est que souvent le temps de coordination puis de collaboration qui est vu comme étant du temps souvent qui est peu productif, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas nécessairement de projet qui en découle immédiatement, puis qu'il n'y a pas de... Mais le partage d'une raison d'être, le partage de valeurs, le partage de mécanismes de travail, c'est pas rien. Puis je pense qu'il y a comme une leçon à tirer ici qu'il faut valoriser le temps qui est donné à ce type de travail-là, entre organisations philanthropiques notamment, mais pas seulement. C'est sûr que c'était déjà là avant, mais ça va juste mettre encore l'emphase sur l'importance d'un dialogue sur les rôles respectifs entre État, société civile, communautaire, philanthropique. C'était pas nouveau, mais le contexte qui va être changeant va exiger encore plus ce dialogue-là. C'est évident que l'approche, ce sur quoi on a misé, de développer une approche relationnelle, puis de croire au maillage collaboratif, dans ce qu'on soutient dans ça s'applique aussi pour nous. Donc oui. Je pense qu'il faut continuer à accroître notre capacité à être en relation, d'appuyer de la collaboration de nous-mêmes et dans une situation de collaboration, de valoriser ce temps-là, de ne pas présumer que personne là-dedans détient des solutions, mais quand on se parle, on finit par trouver les axes de solutions. Puis en fait, c'est même une invitation à élargir ce que seraient ces collaborations-là. Je pense que la suite doit inviter à ce qu'il y ait un assez large éventail des parties prenantes, des forces vives là, qui acceptent de dialoguer sur la suite des solutions. Sinon, on peut s'en aller encore dans des directions plus ou moins polarisées en termes de solutions, alors qu'on n'a pas le luxe, je pense, de pouvoir faire cela. Alors oui, approche relationnelle, collaboration est au cœur de ça. La force des constats invite à une réflexion, très certainement. Là. Quand on regarde les indices de précarité actuellement, où les gens qui ont fait des demandes
SCU, chômage, etc., c'est entre 20 à 40 de la population là, qui est dans une situation, mettons, fragile, voire précaire. Puis l'indice dont je fais mention, là, qui est l'indice de Palma, là, le fameux 40 des plus défavorisés, c'est une famille une famille avec 2 enfants avec un revenu de moins de 47 000. Donc, en effet, je pense que ça invite à de solides réflexions pour les donateurs. C'est sûr que la question des inégalités, en fait, la question probablement également environnementale, comme vous venez de le mentionner dans les élections en France, on peut le voir ailleurs aussi tranquillement. C'est sûr que ça invite de la réflexion. En fait, ça invite à la réflexion, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça, là? Quels sont, en tout cas, évidemment, on a un billet, là. On a un fort billet, mais quelles sont les causes qui sont derrière de ça? Donc, est-ce qu'on va continuer juste à s'intéresser aux manifestations épisodiques ou on va s'intéresser aux causes? Puis quand on regarde les causes, on tombe nécessairement dans des affaires plus structurelles comme des enjeux liés aux inégalités ou, par exemple, à la question écologique. Alors, et ça touche bien sûr aussi la reconfiguration du domaine économique. Qui d'ailleurs est une chose qui va peut-être se manifester aussi dans le contexte actuel. On peut le voir déjà des manifestations qui s'opèrent actuellement. On va voir si c'est durable. Mais alors, oui, je pense que est-ce que ça va? Je peux pas. J'ai pas de boule de cristal, comme vous l'avez dit. Je peux pas savoir si les donateurs vont effectivement changer éventuellement l'orientation de leurs dons, mais chose certaine, la situation actuelle porte à réflexion. Ben, j'en ai 2. Je l'ai déjà un peu dit, mais évidemment, je vais parler de nos partenaires directs, mais ça s'étend à tous ceux qui étaient au front, en fait, qui ont, eux, géré des besoins parfois tragiques et puis qui ont su relever les défis de maintenir en plus des opérations et de s'inscrire dans des réflexions à long terme. Alors, un écartèlement assez incroyable, mais aussi une démonstration de créativité, de force, puis de détermination de ces personnes-là et de ces organisations-là. Fait que ça, c'est le premier coup de chapeau. Le deuxième coup de chapeau, je pense, c'est à notre équipe aussi. Les gens ont, de toutes sortes de manières, dans toutes sortes de situations, ont aussi été frappés soit par des pertes d'emploi dans leur famille, soit par des gens qui ont eu la maladie ou etc., d'autres gens qui ont... Bon, alors ça a été, vous le savez, tous ont vécu passablement d'anxiété autour de cette pandémie-là. Ça dure encore un peu. Alors, mais de garder le cap, le dévouement, la conviction de pouvoir donner du sens à l'action, je pense que ça, c'est... Et ça s'applique bien entendu aussi au premier coup de chapeau que j'ai mentionné tout à l'heure. Fait que ça, je pensais les personnes. En gros, les personnes qui sont au cœur de ça sont le coup de chapeau. Je ne sais pas si elle sera génératrice d'opportunités, mais chose certaine, c'est qu'il faut appuyer des gens qui souhaiteraient développer un nouveau sens commun. Il y a une nouvelle vision du monde commune. Alors, nous, je pense qu'un des rôles importants qu'on a à jouer, c'est de voir comment on peut appuyer des populations, des leaders, souvent de milieux marginalisés, mais à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, à se coaliser derrière. C'est pas nécessairement une question de générer des opportunités, c'est peut-être de définir qu'est-ce que sera le prochain monde. On n'est pas passif là-dedans, on a un rôle à jouer. Alors, si nous, on peut être utile et on considère notre rôle le suivant, si on peut être utile à appuyer des démarches de cette nature-là qui vont, autant que faire se peut, rallier le plus grand nombre derrière une vision partagée, puis des valeurs partagées, ce qui est, je pense, les meilleurs ingrédients pour passer à travers à peu près n'importe quelle crise. Quand on est solide là-dessus, on peut le faire, on sera au rendez-vous.